mode de culture et notre mécanisation à la plante, quoi. Et ça, c'est important de le retourner dans ce sens-là. C'est la plante qui vous nourrit. Vous êtes au service de la plante. Le tracteur est au service de la plante, pas du temps passé, quoi. C'est hyper important de le tourner dans ce sens-là. Et quand je vous dis ça, c'est pour la prospérité. C'est pas pour faire joli simplement. C'est pour faire du meilleur vin plus souvent, plus régulièrement, en plus grosse quantité. Donc, allez. C'est bien, non? Merci. Ça bouge pas, oui, j'ai 2-3 compos, mais c'est pas grave, oui, très rapide. Vous avez le petit mot, vous avez le... Je ne vais pas vous abreuver de tableaux. Hein. Moi, je suis là un peu en tant que gardien du temple. On est bien sûr, je suis là au titre de la Corporation des vignerons de Champagne. On m'a confié la direction au mois de septembre en remplacement de Jean-Pierre Parisot. Et donc au sein de la corporation, on est là pour former les salariés des exploitations et les vignerons donc aux pratiques de taille champenoise, taille réglementée. Alors je souris avec Marceau parce que l'an dernier, j'ai participé à une de ces formations. C'était peut-être la première d'ailleurs en Champagne, oui. Où donc tout un tas de notions physiologiques ont été abordées, fort intéressantes. Et après, l'idée c'est d'arriver à les mettre en adéquation avec nos systèmes. Alors, donc il y a 2 tableaux là qui montrent quand même que, alors je pense Chardonnay, le pointeur est là, je ne sais pas si vous voyez bien, enfin bon, et associé au Chablis principalement en Champagne, se distingue du Chardonnay associé au Guyot dans les régions bourguignonnes notamment, avec des productions qui sont à peu près identiques. C'est-à-dire que le Chardonnay champenois, on le fait produire, et le Chardonnay du Mâconnais et du Chablisien, on le fait produire aussi pas mal. Je ne parlerai pas du Chardonnay de Meursault et de Corton Charlemagne, dans des grands crus, où là, on est plutôt sur des productions très limitées. Même si on a des systèmes de taille, des fois un peu mutilants, on a une demande de la couronne foliaire et de la production qui est bien inférieure. Donc on a généralement assez peu de problématiques SK, alors que dans les Chardonnay 71, donc Saône-et-Loire et Yonne Chablis, on va retrouver le phénomène plus accentué que chez nous, où on est productif, mais on procède à la fameuse taille Chablis. Voilà, donc c'était pour l'illustration de ça. Donc le Pinot, alors si on prend les cépages champenois majoritaires, hein, je ne vous parlerai pas des Pinots blancs, Arbanne, Petit Mélier, etc. Mais sur les 3 cépages, on a quand même une sensibilité un peu plus marquée du Chardonnay par rapport au Pinot Noir. Et on voit quand même la différence donc avec les Chardonnays donc, de nos voisins bourguignons. Je vais passer à celle-ci. Voilà, donc ce dont parlait Marceau tout à l'heure, on est sur des très vieux Chablis, c'est à Villers-Marmerie, où on est sur des Chablis qui ont peut-être 60, 70 ans. Je n'ai pas vu le vigneron, mais vu le diamètre des souches, alors c'est vrai qu'au fond, vous ne verrez pas grand-chose. On a vraiment des souches qui sont très, très volumineuses et toute une partie de bois qui est abandonnée à l'avant de la souche. Et toute la partie vivante est concentrée à l'arrière de la souche. Dans les pratiques de taille que l'on vous demande de faire, hein, de toute façon, les cours sont faits comme cela, donc le rachet est choisi de préférence. Alors, on n'est pas forcément sur le rachet de l'année dernière, on le fait sur le rachet de l'année dernière quand on ne peut pas faire autrement, mais on va le chercher plutôt sur un gourmand, mais un gourmand dans la partie vivante du cep à l'arrière,
Après, alors c'est toujours de préférence, parce que des fois on n'a pas la possibilité de faire. Donc, dans les textes d'apprentissage de nos élèves, c'est un rachet dans tous les systèmes, principalement positionné à l'arrière du cep, et de préférence sur un gourmand. Voilà, j'ai mis quelques photos de vieux chablis. Alors là, il y a un manquant, donc vous avez 7 ou 8 charpentes, sachant qu'on a un volume qui nous contraint. Le volume qui nous contraint en Champagne, c'est quoi? C'est le gabarit du tracteur et la densité de plantation. Le gabarit du tracteur, on est sur des tracteurs enjambeurs, donc le châssis, on est à 140, hein, donc on va dire en hauteur, on est jusqu'à 140. La souche démarre du sol, donc si on fait le volume potentiel d'expression d'un pied de vigne taillé en chablis, 1,20 m, donc la canopée, enfin la partie foliaire va faire 35 cm, 40 cm de large, on va avoir un volume d'un demi-mètre cube, un peu plus d'un demi-mètre cube. Pour le plan, on n'a pas de place supplémentaire. Donc on est très contraint dans le volume aérien du plan. Le volume souterrain, alors là, c'est en fonction du sous-sol, de l'exploration racinaire, ça c'est un autre problème. Donc dans ce volume qui est très restreint, vous avez des écartements entre rangs qui sont là aussi réglementés. Hein. Bon, je ne veux pas rappeler la réglementation champenoise, hein, avec vos densités de plantation, dont la somme des écartements entre rangs et entre plans ne doit pas excéder 2,50 m. Donc vous vous trouvez très vite sur des largeurs de 1 m, 1,10 m et rarement plus. Donc le fait d'avoir tout le monde est obligé de s'aligner sur le rang de vie, sur le rang, parce qu'on est un peu étriqué dans notre petit costume. Ce qui fait que le fait qu'on soit le rachet toujours choisi à l'arrière, il y a une raison. Hein, tout le monde est aligné, si vous voulez, hein, un peu en ordre militaire. J'ai même, c'est une image que j'ai, mais nos vignes, quand on voit nos beaux coteaux, avec les densités qu'on a, on est dans un univers un peu concentrationnaire pour le pied de vigne. Hein. Le pied de vigne, il n'a pas l'expression, il n'a pas la possibilité de s'exprimer en allongement, hein, c'est ce que tu prônes. Éventuellement, je pense aussi à l'agroforesterie, où on va faire pousser les vignes qui vont presque monter sur les arbres, etc. Donc, on est extrêmement contraint dans nos systèmes d'aujourd'hui. Donc, je vais revenir parce qu'il y en avait une que je voulais. Voilà, c'était celle-ci. On a parlé tout à l'heure du cordon et notamment des. Je pense qu'avec Pascal, on est un peu là aussi pour ouvrir le débat. Hein. Je pense que ça va être notre rôle. Ne pas raser les plaies. Alors, on parlait tout à l'heure de ne pas raser les plaies. Je suis tout à fait. J'abonde dans ce sens, mais tu l'as bien souligné aussi, l'épambrage est un passage indispensable, impératif, et malheureusement aujourd'hui, alors dans les secteurs comme ici, j'allais dire la montagne. Par exemple, le merlot, moi je suis pas mal dans le sud, donc je les connais bien. Si je vous parle de vos cépages, je vais vous mentir, je les connais pas suffisamment. Mais je connais très très bien d'autres cépages, et je peux vous dire que le merlot meurt assez peu de l'esca. Mais parce qu'en fait, il fait tellement de pampres qu'il repart tout le temps de la base. Mais par contre, si je regarde le pourridier à l'intérieur, si je regarde, non pas au niveau des racines, mais si je regarde la décomposition par des champignons qui sont à la fois lignivores ou même cellulosiques, parce qu'en fait on a deux types de pourriture. D'ailleurs, sur vos vignes champenoises, la plupart des pourritures, c'est même pas de la pourriture blanche fibreuse, c'est de la pourriture rouge cubique. La plupart du temps, sur les cèpes, je vois pourriture rouge cubique, et donc en fait, c'est des champignons qui mangent la cellulose. Ils mangent l'amadou, en fait, et ils laissent la lignine. Mais l'amadou, c'est pas de l'amadou, hein. Et on pourra en reparler si la question revient, je vous expliquerai ce que c'est, mais si on dit amadou, on se plante un peu, à mon avis. Alors, eh bien, il y a des cépages qui luttent parce qu'ils font des pampres, et il y en a d'autres qui luttent parce qu'ils sont capables de faire des tanins. Et par exemple, le Cabernet Sauvignon, qui est un mauvais élève, qui est bien attaqué par les apoplexies. Mais ce Cabernet Sauvignon est grossi très fort en diamètre, et donc il s'allonge beaucoup. Et comme on est sur des tailles où on refuse l'allongement systématiquement avec les tailles Guyot, eh bien, on fait des réductions très fortes et des grosses plaies qui créent des surconvolutions pas possibles, avec des coursons qui sortent avec des angles très fermés et qui, en grossissant, se strangulent. Résultat, on a vachement de mortalité sur le Cabernet Sauvignon. Mais par contre, à chaque fois que je dissèque un Cabernet Sauvignon,
Les champignons sont parfaitement compartimentés. Il n'y a rien qui passe la paroi chimique interne. Et quand je bois un Cabernet Sauvignon, je bois un truc tannique, dense, dur, non? Quand je bois un Merlot, je bois un truc souple, rond, long, fin. Eh oui, ils ont deux stratégies différentes, et ces stratégies de vie-là permettent d'avoir quelques idées de la manière dont ils coexistent avec les champignons, et dont ces champignons-là, qui ont une place hyper importante pour l'environnement, arrivent des fois à passer les parois. Moi, je crois que certaines fois, les plantes sont trop faibles pour lutter contre l'esca. Trop faibles. Non seulement parce qu'elles ne sont pas capables de fabriquer des tanins comme le Sauvignon, comme le Gewürztraminer, mais en plus de ça, elles sont non seulement pas capables de fabriquer des tanins, mais en plus de ça, comme on les taille très fort parce que c'est des plantes qui poussent beaucoup, on fait des grosses plaies qui nécrosent beaucoup et qui coûtent très cher en réserve à la plante. Donc les plantes sont dans un état de stress pas possible, et quand il y a une attaque de champignons, elles compartimentent à peine, ce qui fait que le champignon, la plupart du temps, arrive à traverser ses parois, surtout quand il est un peu stressé, effectivement, quoi. Le champignon, lui, il faut qu'il vive aussi, hein. Il y a une lutte entre le champignon et la plante. Oui. Oui, j'arrive. Ouais. Est-ce que c'est possible pour vous de vous installer Ouais, venez. Ouais, merci. Merci. J'ai une question pour Monsieur Bourderias. J'aimerais en savoir plus sur quand vous dites que l'amadou c'est pas vraiment de l'amadou, mais plutôt de la cellulose. Effectivement, ça m'intéresse beaucoup. Merci. Oui, l'amadou, c'est ce que l'on prend pour de l'amadou dans la plante, c'est de la cellulose. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Le bois est constitué de lignine et de cellulose, et il y a des champignons qui sont spécialisés dans la dégradation de la lignine. S'ils mangent la lignine, il reste la cellulose. Donc on a un tissu qui est blanc, fibreux, qu'on appelle pourriture blanche fibreuse d'ailleurs. Et l'amadou pour de vrai, c'est un champignon amadouvier officinal, ou Fomes fomentarius, qui est un champignon lignivore, extrêmement virulent, mais à peu près jamais pathogène pour les parties vivantes de la plante, donc pour le cambium. Par contre, déstructurant du bois. Donc sur les arbres, l'amadouvier, il a tendance à faire fissurer les arbres. Il a une capacité à faire séparer les rayons médulaires même, pour le fendre, pour pouvoir aller plus loin. Et ce champignon, quand il dégrade la matière, ça fait des grandes colonnes de bois. C'est plus du bois, ça fait une espèce d'éponge blanche là. C'est le papier en fait, hein, la cellulose. Ce tissu blanc là, c'est le papier. L'amadou, la substance amadou, c'est le carpophore du champignon. Vous le connaissez, ce champignon, il forme des sabots de cheval, des champignons en forme de sabots de cheval, des fructifications là, sur les arbres, et c'est très lourd et dense là. Et c'est pérenne, d'ailleurs tous les ans il rajoute une couche aussi. Tous les ans il y a une couche, on peut compter l'âge de la fructification. Bien sûr, ça c'est que la fructification, c'est pas le champignon, c'est juste un sexe de champignon, hein. Alors, l'amadou, c'est ce champignon-là, qui est découpé en lamelles et séché, qui fait une substance qui, quand on y met une étincelle, fait un tison. Et en fait, c'est cette substance-là qu'utilisaient les hommes préhistoriques pour fabriquer le feu. Ils faisaient des étincelles avec un silex et une pierrite, et cette étincelle tombait sur ce champignon-là qu'ils avaient fait sécher. Ça faisait un espèce de tison, et après ils faisaient prendre feu avec l'herbe. Et donc l'amadou, c'est le carpophore de ce champignon-là, qui est un champignon lignivore, qui provoque à l'intérieur du bois une pourriture qui est dite blanche cubique. Alors j'aimerais bien qu'on arrête d'appeler ça l'amadou, parce qu'en fait, quand on dit « j'enlève l'amadou », ça veut dire qu'on enlève de la cellulose. Si on gratte et qu'on curte, on enlève de la cellulose. On n'enlève pas un champignon. Par contre, on enlève une substance qui contient de l'eau, qui est hygrophile, et qui va favoriser, et qui va permettre aux champignons d'avoir suffisamment d'eau pour dégrader le bois. Ok, donc là, si on curte et qu'on décide de faire sécher l'intérieur, parce que ça crée un milieu qui est défavorable aux champignons, là je veux bien entendre. Mais qu'on enlève le champignon et qu'on pense qu'on enlève le champignon en curtant, en fait on le pulvérise dans toute la parcelle.
Mais on ne peut pas aseptiser le vivant. Hein. Je veux dire, si on cherche à stériliser le vivant, c'est la pire des idées, en fait. C'est ce qui s'est passé avec le Pyralesca, en fait. Hein. C'est-à-dire que le Pyralesca, c'était bien, mais par contre, les plantes, elles étaient moins vigoureuses aussi. Hein. Bah oui. Et qui dit moins vigoureuse, dit moins de risque d'apoplexie, puisque une plante moins vigoureuse. Est-ce que vous avez vu des plantes peu vigoureuses mourir de l'esca? Bah non. Tous les ans, elles font des sarments plus petits, et puis vous retaillez, puis elles refont des plus petits, elles sont increvables. C'est que les plantes hyper fortes, hyper vigoureuses qui meurent de l'esca. Bah oui, c'est celles qui font beaucoup d'évapotranspiration, et si tous les vaisseaux de l'évapotranspiration de toutes ces feuilles-là passent par un canal qui fait 2 mm en plein été, et qu'on met 20 bars sur un truc qui fait 2 mm en plein été, il y a de l'air qui rentre de manière directe et subite, et la plante, elle meurt d'un seul coup, quoi. 20 bars qui rentrent dans des canaux, je pense que si on était assis à côté des plantes, au moment où l'embolie se fait, je pense qu'on entendrait un plaque net et précis, quoi. 20 bars qui rentrent dans une plante, dans un système vasculaire, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. 20 kg cm², c'est énorme, hein. D'autres questions? Oui. J'avais aussi une question pour Monsieur Boudaria. On est pas mal, on nous parle souvent qu'on peut donner des petits coups de sécateur au pied des pieds de vigne quand on n'a pas de bois qui repousse. Et comme on parlait, on va dire, des blessures qu'il pouvait y avoir sur le bois. À moins d'1 m 80 ou 1 m 50. Donc il y a beaucoup de problématiques qui sont devant nous, de questions à se poser et à repartir de la physiologie de la vigne, ça me semble fondamental. Et de toutes ces nouvelles connaissances qu'on a à partager aujourd'hui. Voilà, donc je suis surtout là pour lancer un débat, pour amener vos questions. Moi j'en ai plein, j'en ai noté. Après 2 jours avec Marceau, on ressort avec beaucoup plus de questions qu'avant. J'espère que ça sera la même chose pour vous. Tu veux... Voilà, merci pour le fait d'être très discipliné, d'avoir bien respecté les délais. Effectivement, je pense que l'heure est venue à la discussion, à l'échange et au débat, pourquoi pas, donc c'est très très bien. Je me demandais justement, est-ce qu'il y a des essais justement qui ont été faits par rapport à la méthode? Alors, je ne vais pas dénoncer les gens qui font des essais parce qu'ils se mettent un petit peu dans l'illégalité par rapport au cahier des charges. Encore une fois, on a besoin d'ouvrir le cahier des charges. Il y a un chef de grande maison, chef de culture, qui a dit qu'il faudrait qu'on limite simplement le nombre d'yeux et puis qu'on laisse les gens expérimenter, parce qu'on a tous des idées. Moi-même, j'en ai fait. Je fais des choses qui ne sont pas forcément dans les clous. Le lancement avant le rachet, j'y suis venu. Les techniques à des éméris, j'y suis venu aussi par mon raisonnement personnel. Donc si on laisse guider par la physiologie, évidemment, on va aller vers ce genre de solutions techniques. Il ne faut pas mettre des a priori. On l'a bien vu, le fait de... la révolution, elle commence par ça. C'est arrêter de mettre le rachet avant le lancement. Et on va changer beaucoup de choses. La façon dont on va avoir le vivant. Et on va arrêter de le traumatiser déjà tout près du départ d'une baguette. Donc il faut assurer une continuité de ce cambium qui pousse tous les ans et qui est la protection. Ce que Marceau a dit, c'est une plante sur une plante sur une plante sur une plante. C'est ça un arbre. Quand on coupe un arbre, on voit que sous ses cernes, c'est à chaque fois une nouvelle plante qui est repoussée par-dessus l'autre. Donc il faut vraiment se caler dans ce continuum. Mais il va falloir que tu te lèves aussi parce que là, les questions, il va y en avoir beaucoup, mais même tous les 4. Je vous invite tous. On est parti chercher des choses. On s'est rendu compte qu'il y avait une place. Et vous pouvez effectivement. Moi, j'ai quelques questions, mais je l'ai déjà dit. Et la salle peut aussi poser des questions, donc je vais m'approcher avec le micro pour la question, d'accord? Sur les choses qu'on n'a pas abordées, c'est-à-dire le fait que le porte-greffe n'est pratiquement jamais impacté par le... Enfin, j'ai donné un petit peu des réponses de ce que j'en ai retenu. Et oui, c'est particulier parce que quand on dissèque les plantes et qu'on découpe au niveau de la greffe, simplement de la greffe, on pourrait tout à fait se dire que c'est la faute de la greffe puisqu'on voit le porte-greffe. Et si on regarde que ça, on dit mais tu vois bien que c'est la greffe. C'est nécrosé à partir de la greffe. Seulement, on oublie de réfléchir à quelque chose, c'est que c'est les feuilles qui aspirent. C'est pas les racines qui poussent.
Donc en fait, la nécrose, elle vient d'en haut. Et systématiquement, quand on suit, pouf, on tombe sur des plaies, pouf, on tombe sur des plaies. Et donc en fait, moi jusque-là, j'aurais pas pensé ça, mais la greffe, c'est une protection de notre système racinaire. Alors, elle filtre aussi tous les dégustations qui sont faites sur les essais entre les cépages greffés et les cépages non greffés. À peu près tout le temps, à l'aveugle, les francs de pied, ils sortent devant, au niveau qualitatif. Et c'est c'est pas de bol, mais en même temps, on n'a pas trop de choix aujourd'hui. On ne peut pas se permettre de faire du franc de pied, et on est obligé de greffer pour lutter contre ce phylloxéra là. Mais il faut se dire que il y a des avantages. C'est que si on n'avait pas ces problématiques-là, on aurait énormément plus de champignons de collets et de champignons racinaires. Des choses qu'on a très peu en fait. On en a un peu plus quand on travaille le sol et quand on travaille le cavaillon avec les chocs des outils sur les plantes. On n'en a pas parlé de ça, mais c'est aussi hyper important le nombre d'impacts et l'impact sur le système vasculaire, puisqu'à chaque fois qu'on tape le cambium, le cambium, lui, il n'arrive pas à refabriquer du bois, et donc on a des nécroses systématiquement sur les porte-greffes juste en dessous. Donc ça joue. Mais au niveau génétique, c'est étonnant, parce qu'en fait, la greffe, on pensait que ça soudait, que le cambium fabriquait des vaisseaux continus. Eh ben non, le changement de vaisseau crée des espèces de barrières, de ponctuations entre les vaisseaux du porte-greffe et les vaisseaux de la greffe, et quand ça se déshydrate, flac, ça se déshydrate jusqu'au porte-greffe. Et la plupart du temps, après un symptôme d'esca apoplectique, vous recoupez sous le porte-greffe et vous apercevez que votre porte-greffe est sain, sous la greffe, et donc le porte-greffe est sain, et vous pouvez même le regreffer. Ça m'est arrivé de regreffer un cep mort depuis 3 ans avec succès. Alors c'est plutôt rare, mais certaines fois le porte-greffe arrive même à rester vivant avec ses réserves hyper longtemps. C'est incroyable. Mais vous le voyez d'ailleurs. Vous avez des plantes qui meurent d'apoplexie, vous n'avez pas le temps de les arracher, puis vous allez arracher quelques années plus tard, et quelques années plus tard vous tirez dessus, vous apercevez que les racines sont encore fonctionnelles. Très probablement qu'elles sont fonctionnelles parce que vous avez sans doute un champignon mycorhizien comme un gloméromycète qui fait le lien entre votre souche et la souche d'à côté, et que ce champignon-là, les plantes, en fait, c'est un peu comme des vases communicants. Donc elles sont connectées entre elles, non pas trop par pont racinaire, parce que les vignes ne font pas trop de pont racinaire, donc de soudure, d'anastomose, la racinaire, mais elles sont connectées entre elles par des champignons, et donc elles partagent un champignon, et comme il y a une plante qui meurt, le champignon il est connecté aux deux, et c'est un espèce de pont entre les deux, et comme il y a une plante qui fabrique beaucoup d'énergie, c'est un peu comme des vases communicants, cette plante-là fabrique beaucoup d'énergie qui appuie sur le système racinaire, qui va alimenter l'autre système racinaire, et vice-versa. Et donc étonnamment, les champignons font des ponts racinaires. C'est ce qui nous permet d'avoir envie de faire de l'agroforesterie, puisque les plantes ont coévolué avec l'arbre. Hein. Donc ces plantes vignes-là, elles ont coévolué avec l'arbre. Il n'y a pas de concurrence à proprement dit. En tout cas, au niveau alimentation dans le sol, il n'y a pas de concurrence. Pas du tout, en fait. Les vignes sont parfaitement adaptées à vivre avec les arbres. La concurrence, elle est essentiellement lumineuse, en fait. Hein. C'est qu'on ne peut pas avoir des vignes sous les arbres si on ne les laisse pas grimper dans les arbres. Ça ne marche pas. Ouais. Mais on peut laisser grimper les vignes dans les arbres, il y a des essais, c'est-à-dire que c'est incroyable. Jules Guyot, en 1870, fait le tour de France de la viticulture, missionné par Napoléon Bonaparte pour faire l'état des lieux des pratiques viticoles et œnologiques en France pour servir à l'enseignement agricole. Et il sort 12 tomes de 500 pages où il fait l'état de toute la viticulture à cette époque-là. Jules Guyot, vous connaissez, c'est de chez vous. Hein. Et bien ce garçon-là a fait cette étude-là, et quand on ouvre son bouquin, on s'aperçoit que dans quasiment toutes les régions de la France, il y a une bonne partie de la viticulture qui est une polyculture agroforestière. Et on fait grimper la vigne dans les arbres, c'est-à-dire qu'on ne fait pas grimper la vigne dans les arbres en la laissant pousser, on fait des cordons ou des guyos sur une charpente de pommier, et tous les ans, la vigne elle peut être liane, hein. Tous les ans vous retaillez à 2 yeux, et la vigne elle monte, et elle va reprendre le soleil au-dessus du feuillage de l'arbre. Elle est faite pour ça, en fait. Hein. Et ça fonctionne. Et figurez-vous que les essais qu'on fait, on s'aperçoit que la vigne qui grimpe dans l'arbre, elle est trop haut pour le mildiou. La plupart du temps, on n'a pas de mildiou, on n'a pas un traité. Les grappes sont énormes. Quant à la maturité, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, si vous avez des feuilles qui se développent et qui passent par-dessus l'arbre, la maturité, je ne vois pas le problème. C'est une histoire, encore une fois, de mètres carrés de feuillage au soleil, par rapport au mètre carré, par rapport au volume de raisin à faire mûrir, en fait.
Alors moi je me dis que tout est possible, parce que si on taille aussi l'arbre, on peut laisser un peu de place pour l'arbre, un peu de place pour la vigne, et puis on a non seulement des pommes, mais en plus de la vigne, bon, allez. C'est peut-être utopique. Dans l'état actuel de notre manière de cultiver, je viens de traverser l'Aube et je passe des hectares et des hectares de culture avec plus un arbre, plus rien. Je me dis, moi, c'est super inquiétant. Et je me dis que s'il y a quand même des gens qui ont la foi des viticulteurs pour arracher des rangs de vignes, pour replanter des arbres, parce qu'ils ont conscience de l'impact des arbres favorables sur l'environnement et sur la capacité de la vigne à être une vigne, je me dis que ça mérite d'être tenté. Et je leur dis bravo, parce qu'il faut oser prendre le risque de faire venir toute la biodiversité qui n'a plus rien pour se poser dans sa vigne. Et je me dis bravo. Et je leur tire mon chapeau, parce qu'il y a un groupe qui s'appelle Arbres et Paysages en Champagne qui s'est créé, où ils replantent des haies, ils refont des haies autour des vignes, et même ils replantent des arbres dans la vigne, des arbres fruitiers ou des arbres qui vont servir à fabriquer de la biomasse pour reconstituer le carbone dans le sol. Et bien je leur tire mon chapeau, parce que c'est courageux et vertueux. Et je veux bien répondre à des questions de physiologie de la vigne. J'en ai une, parce que tout à l'heure tu as dit il n'y a pas de bourgeons sur le vieux bois. Il faut que tu l'expliques différemment. En fait, je te laisse l'expliquer, mais évidemment on le voit qu'on recèpe et il y a un endroit où il n'y a pas de bourgeons et ça ressort. D'où vient le pampre en fait sur le vieux bois? Le pampre, il vient nécessairement d'une couronne. En fait, c'est super votre taille Chablis là. Je la changeais pas en fait. La hauteur de feuillage, tout ça, c'est pas si mal. Moi, je pense que vous avez une belle taille. C'est une des plus belles tailles que je connaisse. L'avantage que vous avez, fondamental, c'est qu'à la base de vos charpentes, vous avez des couronnes. Et que comme vous faites des charpentes et qu'elles grossissent de manière énorme, quand vous enlevez vos charpentes, vous avez même pas, même avec un sécateur électrique de dernière génération, vous n'arrivez même pas à raser les plis de la couronne de la charpente. Donc en fait, vous laissez des sièges de bourgeons très importants à la base, et c'est ce qui fait la résistance de vos plantes. C'est ce qui fait la résistance de vos plantes, en plus de leur résistance intrinsèque. Et le chardonnay, c'est une plante assez extraordinaire, quoi. C'est un blanc qui arrive à faire des tanins, quoi. Ça, c'est un peu particulier. À chaque fois que j'ouvre et que je regarde à l'intérieur d'un chardonnay, je vois clairement des zones de compartimentation, c'est net, c'est précis. Si je fais ça sur un sauvignon, des fois, je vois même pas de compartimentation. Le sauvignon, il est occupé à autre chose, lui. Il pousse, il fait de la croissance. Le chardonnay, il a une espèce de concentration. Sur cette capacité-là à lutter, là, c'est génial, je rebondis, parce que je me dis, sur cette capacité-là à lutter des cépages les uns par rapport aux autres, mais moi je vois deux choses particulières. Je vois la capacité à fabriquer des tanins, ça c'est sûr, ça joue. Mais je vois aussi la capacité à conserver des bourgeons proventifs. C'est-à-dire une plante qui pampre beaucoup meurt moins qu'une plante qui pampre pas.